Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un update lecture et comme d'habitude, je vais vous parler de mes 5 derniers livres lus. Dans un premier temps, je commencerai par vous donner mon avis sur Léo, écrit par Mia Sheridan et sorti aux éditions Hugo Roman. Je vous parlerai ensuite du quatrième et dernier tome des Chroniques lunaires, écrit par Marissa Meyer et publié aux éditions PKJ, qui s'appelle Winter. Par la suite, je vous donnerai mon avis sur le premier tome de La Ronde des Saisons, écrit par Lisa Kleypas et sorti aux éditions J'ai lu. Je vous parlerai également du tome 2 de la trilogie L'épreuve, écrit par James Dashner et sorti aux éditions PKJ. Et pour terminer, je vous dirai ce que j'ai pensé de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, écrit par Benjamin Alire et Sáenz et là aussi sorti aux éditions PKJ. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc Léo, écrit par Mia Sheridan et qui m'a été envoyé en service presse par les éditions Hugo Roman, donc merci mille fois à eux pour l'envoi de ce livre. J'ai déjà dans ma pile à lire Archer Voice, dont j'ai entendu énormément parler en bien, mais je n'ai pas encore réussi à trouver le temps de me caser cette lecture. Du coup, quand je me suis vue proposer ce livre de la même auteure, j'ai vraiment sauté sur l'occasion parce que j'avais très envie de découvrir sa plume. Mia Sheridan, c'est l'auteur d'une série de romans qui s'appelle Sign of Love, où en fait tout l'intérêt réside pour elle de prendre une histoire où le caractère d'un personnage qui a un petit peu trait à chaque fois à un signe astrologique du zodiaque. Léo, c'est le tout premier livre qui a été écrit par Mia Sheridan, mais les éditions Hugo Roman ont préféré mettre l'accent sur Archer Voice pour leur première publication en français d'un des livres de cet auteur. Dans l'histoire de Léo, on va suivre le personnage de Léo et de Evie qui s'aiment depuis leur plus tendre enfance. Ils sont tous les deux orphelins et ils vivent tous les deux dans un orphelinat. Leur amitié s'est peu à peu transformée en amour et Léo va se faire adopter par une famille. Du coup, il va être obligé de déménager, mais il va faire la promesse à Evie que lorsqu'elle atteindra l'âge de 18 ans, qu'elle aura donc légalement le droit de sortir de l'orphelinat pour se prendre en charge elle-même, Léo sera présent, il sera là et ensemble ils construiront un foyer et seront heureux pour toujours. Sauf que le jour des 18 ans de Evie, Léo ne vient pas, il ne donne aucun signe de vie et Evie ne va plus jamais avoir de ses nouvelles. Elle va donc bon gré mal gré tenter de tourner la page Léo, sauf qu'un beau jour, quelques années plus tard, un jeune homme va venir l'aborder dans la rue en lui disant qu'il vient de la part de Léo et qu'il a des nouvelles à lui transmettre. Alors c'est donc un roman très court que j'ai lu qui fait moins de 300 pages mais qui est hyper fluide et hyper dynamique puisque l'histoire est ponctuée de plein de petits flashbacks. Du coup il m'a vraiment été facile d'en venir rapidement au bout. J'ai bien accroché au style de l'auteur, mais j'ai encore plus accroché au personnage de Evie qui est vraiment un personnage saisissant et particulièrement solaire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fragilité en elle, elle est hyper touchante, elle peut paraître un petit peu ingénue mais elle a également le cœur sur la main, ce qui fait qu'elle est entourée de vraiment plein d'amis, plein de personnages qui sont très proches d'elle et qui veulent vraiment assurer son bien-être. Il m'a énormément plu, au contraire du personnage de Jack, qui est donc le fameux garçon qui vient lui donner des nouvelles de son Léo. Alors lui, je l'ai vraiment trouvé irritant et irritable. C'est un type qui est particulièrement autoritaire et moi, parce que j'ai un gros problème avec les hommes autoritaires de base, c'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui franchement me bloque, même si bon, ça peut se comprendre plus ou moins par rapport à son vécu. Hein, on peut lui trouver des circonstances atténuantes, mais voilà, pour moi c'est pas un caractère qui m'a été agréable d'aborder dans cette lecture et voilà, j'ai assisté à son rapprochement avec Evie d'une manière assez détachée, on va dire. Donc, tout l'intérêt du récit réside dans le fait de savoir ce qu'est devenu Léo. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, cet adolescent qui était fou amoureux de Evie a arrêté de lui donner des nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est toujours en vie, qu'est-il devenu, voilà, beaucoup de questions ont rendu ma lecture super intrigante comme ça et dès le départ j'ai commencé à avoir une idée qui s'est vraiment vérifiée, plus j'avançais dans l'histoire et plus effectivement j'avais raison dès le départ et ça m'a un petit peu troublée, un petit peu frustrée d'avoir vu juste si rapidement. J'ai trouvé du coup que le récit avait un côté prévisible et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Entre le côté prévisible de l'histoire et avec le personnage de Jack qui ne m'a pas du tout plu, j'avoue que je me suis pas sentie hyper investie dans cette histoire. Du coup, je ressors un petit peu mitigée de cette lecture et je lui mets la moyenne, soit 2,5 sur 5. Fin août, j'ai terminé le quatrième et dernier tome des Chroniques lunaires écrit par Marissa Meyer et sorti aux éditions PKJ. Je l'ai lu en lecture commune avec ma petite Nina et du coup cette lecture m'a
durer une bonne partie du mois d'août, pour ne pas dire la totalité du mois d'août d'ailleurs. Donc ça y est, je suis venue à bout de cette saga des Chroniques lunaires. J'avais beaucoup apprécié le tome 1 et le tome 2, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 3 et j'ai à nouveau beaucoup apprécié ce dernier tome puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5. Donc difficile de vous résumer la saga en elle-même, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est de la science-fiction et chaque tome permet de faire un petit clin d'œil aux contes emblématiques qui ont bercé notre enfance. Donc par exemple le premier tome c'était sur Cendrillon, le tome 2 sur le petit chaperon rouge, le tome 3 sur Réponse et ce dernier tome met l'accent sur Blanche-Neige. Mais voilà, encore une fois, c'est de manière... Enfin, c'est pas une réécriture à proprement parler, c'est plus allusif qu'autre chose, mais ça reste plaisant en cours de lecture. Autrement, c'est vraiment de la science-fiction pure et dure. On suit notre petit groupe de héros, donc tous les personnages qu'on a croisés au fur et à mesure des tomes sont réunis. Et ça m'a fait vraiment plaisir de tous les retrouver pour la dernière fois. J'aurais du mal à vous dire quel est le personnage que je préfère parce qu'ils sont tous très différents les uns des autres et apportent vraiment des choses diverses et variées à cette histoire. Donc peut-être que le personnage de Cinder a quand même ma préférence étant donné que ça a été le premier personnage qui nous a été donné de suivre et de s'attacher avec cette saga. Même si j'ai passé un formidable moment de lecture en compagnie de ce livre, j'aurais quand même deux bémols à émettre. Le premier, c'est que Marissa Meyer met trop l'accent sur les sentiments amoureux à mon goût, c'est-à-dire que tout le monde ou presque est en couple. Non, je retire le presque. Tout le monde est en couple et ça fait vraiment beaucoup de couples. Et le second bémol, c'est que je pense que vous avez vu que ce livre est juste énorme. Hein, il fait plus de 900 pages, je crois. Oui, presque 1000 pages, à vrai dire. Donc il est vraiment gigantesque. Et selon moi, oui, il se passe plein de choses, mais il y a quand même des longueurs, c'est-à-dire que je pense que l'auteur a surtout voulu plaire à ses fans en écrivant un dernier tome qui soit juste énorme. À mon sens, je pense que le livre aurait été beaucoup plus dynamique si on avait pu l'amputer de 200 à 300 pages. Quoi qu'il en soit, j'attendais la fin avec impatience et je n'ai pas été déçue, même si c'est pas passé tout ce que j'avais pu envisager. Je m'étais dit que ça allait se terminer d'une certaine manière. En réalité, ça a été un petit peu différent de ce à quoi je m'attendais, mais la fin est quand même super satisfaisante et globalement j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre et cette saga de manière générale. J'ai donc mis la note de 4 sur 5 à ce dernier tome. En septembre, je me suis jetée sur le premier tome de La Ronde des Saisons, Secret d'une nuit d'été, écrit par Lisa Kleypas et sorti aux éditions J'ai lu. Ce livre m'a été offert pour mon anniversaire par ma copine Béa. Donc comment vous dire que ce livre n'a pas fait long feu dans ma palle. C'est même rare qu'un livre qui m'est offert ou que j'achète, ou peu importe, un nouveau livre que j'acquiers, reste aussi peu longtemps dans ma palle avant que je le lise. Donc je suis vraiment super contente que pour une fois c'est passé aussi vite, étant donné que j'ai vraiment adoré ma lecture. Dans cette romance historique, on suit le personnage de Annabelle qui vit chichement, c'est-à-dire que sa famille est à la limite de la pauvreté. Elle a déjà enchaîné plusieurs saisons dans le but de se trouver un mari aristocrate. Le problème étant que sans argent, c'est un petit peu plus compliqué pour y arriver. Il y a bien Simon Hunt qui est un jeune homme qui fait de la spéculation, qui s'intéresse à elle, mais voilà, non seulement c'est pas un aristocrate et en plus de ça il se comporte vraiment comme un goujat avec elle. Du coup Annabelle commence à désespérer et lors d'un bal elle va se rapprocher de ses compagnes d'infortune qui sont en fait trois autres jeunes filles qui sont comme elle laissées pour compte. Il y a la douce Évangéline et les sœurs Liliane et Daisy qui sont toutes les deux américaines et ensemble elles vont fomenter un plan afin de trouver un mari à Annabelle. Je suis immédiatement entrée dans cette histoire, cette romance est hyper addictive, la plume de l'auteur est absolument géniale et très fluide. Je me suis immergée sans peine dans le Londres des années 1840 et j'ai trouvé que cette lecture avait vraiment un charme fou. Pour moi, ce livre a vraiment deux points forts. Le premier, ce sont les personnages qui sont hyper bien travaillés par l'auteur. Elle nous les rend vraiment tous attachants. J'ai adoré Annabelle et il me tarde déjà de découvrir dans les autres tomes de cette série ses compagnes d'infortune. Quant à Simon Hunt, voilà, c'est un personnage que j'ai adoré découvrir. C'est-à-dire qu'il est tout ce que j'apprécie. Il est beau garçon, mais en même temps, voilà, il est taquin. Il est coquin et il sait vraiment ce qu'il veut, il sait dans quoi il met les pieds. Pour moi, le deuxième point fort de ce roman-là, c'est vraiment le contexte. On en apprend vraiment beaucoup sur la lutte des classes entre les aristocrates et la classe ouvrière qui monte de plus en plus en faisant apparaître de nouveaux riches qui ont fait fortune grâce à la spéculation, à l'image du personnage de Simon Hunt par exemple. Quant à la fin,
Je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, les romances historiques se terminent bien souvent sur le mariage, voire la lune de miel. Et là, on va vraiment au-delà. Et j'étais comme une enfant qui découvre émerveillée à travers les yeux d'Annabelle son nouveau mari, son voyage de noces et sa belle famille et tout ce qui se passe derrière. Voilà, en résumé, ça a été une super bonne lecture. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Et vraiment, je n'attends qu'une seule chose, c'est pouvoir me ruer sur le tome 2. J'ai par la suite lu le tome 2 de l'épreuve de James Dashner aux éditions PKJ. J'avais tiré ce tome 2 au sort dans ma saga Bookjar début septembre. Je l'ai donc lu en temps et en heure. Je pense que vous devez vous rappeler de ma tête pas super enthousiaste à l'idée de tirer cette suite de séries parce qu'il y en avait beaucoup d'autres qui me tentaient beaucoup plus que celle-ci. Mais enfin bon, voilà, je l'ai tiré au sort, je l'ai donc lu et sans surprise, ça a été une lecture... Je reprends l'histoire vraiment là où elle s'est terminée à la fin du tome 1, c'est-à-dire que Thomas et ses amis survivants ont enfin réussi à sortir du labyrinthe qui les retenait prisonniers et ils se trouvent confrontés à une nouvelle épreuve, c'est-à-dire que les organisateurs de ces événements un petit peu bizarroïdes vont leur demander de traverser ce qu'ils appellent la Terre brûlée, qui est un immense désert au fin fond du Mexique, et d'atteindre un point précis vivant. Le but est simple, pour les motiver à y arriver, on leur a inoculé une maladie mortelle qui s'appelle la braise et au point d'arrivée se trouve le remède. Donc voilà, évidemment c'est un petit peu la carotte, donc bon gré mal gré ils vont devoir se rendre là-bas. Alors j'étais étonnée parce que du coup j'avais eu un sentiment assez moyen concernant le premier tome, donc je pensais qu'en débutant ma lecture j'allais pas accrocher, c'est vraiment l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai littéralement dévoré la première centaine de pages. J'étais à fond dans ma lecture, je l'ai trouvée super addictive. Et je m'attendais pas du tout à ressentir ça, je pensais que ça allait être plan-plan, que ça allait pas trop me plaire, mais en vrai c'est vraiment tout le contraire qui s'est passé. Je trouvais ça très mystérieux, les événements s'enchaînaient d'une manière remarquable, il y avait beaucoup de rebondissements et surtout des choses très tragiques, mais qui mettaient vraiment une super bonne dynamique au récit. Et du coup je me suis dit que voilà, j'allais passer une super lecture, que ça allait être comme ça jusqu'au bout, sauf que pas du tout. Arrivé un petit peu avant la moitié de ce deuxième tome, j'ai trouvé que ça commençait à s'essouffler, que le rythme devenait plan-plan, qu'il n'y avait plus de surprises, et la tournure des événements ne me plaisait pas vraiment, et c'est un sentiment qui ne m'a pas quittée jusqu'à quasiment la fin du livre. Et à la fin du livre, eh ben, j'ai trouvé que le récit prenait un nouveau souffle, et là, à nouveau, j'étais à fond. Donc ce qui m'agace avec les livres de cette trilogie, parce que ça me l'a aussi fait dans le premier tome, je trouve que le rythme est très inégal, c'est-à-dire qu'à des moments on est à fond et à d'autres moments, beaucoup moins. Donc j'aurais préféré voilà, que ce soit autre chose que les montagnes russes en fait. Concernant les personnages, je me suis un petit peu plus attachée à Thomas que je l'étais dans le tome 1, parce que dans le tome 1 franchement il m'a pas fait bonne impression. Mais dans ce tome 2, je l'ai trouvé plus volontaire, encore plus courageux qu'auparavant et plus digne d'intérêt. Donc c'est du bon et du moins bon au final, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre, parce que globalement tout n'est pas acheté, loin de là, mais j'ai quand même du mal à être à fond dans cette dystopie. Et le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, écrit par Benjamin Alire-Sáenz et également édité aux éditions Pocket Jeunesse. C'était le dernier livre de ma pile à lire estivale que j'ai lu en temps et en heure début septembre en lecture commune avec Edwige. C'est un livre qui me faisait peur en fait, parce qu'il a été tellement médiatisé, surmédiatisé même, que du coup ça m'a fait un petit peu l'effet de j'ai envie de le lire, mais vu que tout le monde l'a absolument adoré, mes attentes étaient quand même pas mal élevées et j'avais peur d'être déçue. Maintenant il faut bien se lancer tôt ou tard, donc je me suis dit allez, on va le lire, ce sera fait, et franchement je ne le regrette pas, parce que certes je n'ai pas ressenti le coup de cœur que beaucoup ont ressenti pour cette lecture, mais j'ai quand même passé un super moment en compagnie de ce livre. Dans cette histoire qui se passe en Amérique dans les années 80, on va faire la connaissance de Aristote et de Dante, qui sont tous les deux d'origine mexicaine et qui vont se rencontrer un beau jour à la piscine municipale. Aristote est le personnage principal de ce récit, il ne sait pas nager et Dante va lui proposer son aide pour apprendre à nager. Les deux compères vont devenir amis et c'est vraiment l'histoire de cette belle et solide amitié qui va nous être décrite dans ce livre.
Alors j'ai un regret, c'est de m'être fait spoiler le thème fort de cette histoire au détour d'autres chroniques, que ce soit des chroniques de blog ou des chroniques vidéo. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est le style d'écriture de l'auteur. Il est vraiment unique, absolument inimitable, c'est-à-dire qu'il nous fait un récit avec des phrases qui sont courtes mais percutantes et qui ont une portée presque poétique, et j'ai vraiment adoré d'un bout à l'autre la manière dont il écrivait. Les personnages sont également dignes d'intérêt et ils sont tous les deux super attachants. D'un côté on a Aristote qui est un personnage très introverti, qui a beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qu'il ressent, il est renfermé sur lui-même, il se pose énormément de questions sur ce qui l'entoure, c'est ce qui le rend si attachant. Et de l'autre côté on a Dante qui est vraiment son exact opposé. Lui au contraire c'est un personnage très extraverti, extrêmement solaire, qui a beaucoup d'amour à donner, qui éprouve une affection énorme envers ses parents. Et ce que j'ai également beaucoup apprécié, c'est que ce roman s'étale sur plusieurs années, ce qui nous permet de voir les garçons grandir et mûrir ensemble. Maintenant, mon bémol, c'est que l'auteur a beaucoup de choses à dire, il nous dévoile beaucoup d'anecdotes, mais il passe trop vite sur certaines choses, c'est-à-dire que c'est un récit qui se lit vite parce qu'il y a énormément de pages qui sont à peine remplies. Enfin, on a beaucoup de pages limite blanches, donc c'est un livre qui se lit très vite. Et il ne va pas assez en profondeur. Voilà, il reste trop à la surface des choses. J'aurais aimé qu'il développe davantage ce qu'il nous raconte, et non, tout passe trop vite. Alors du coup, oui, on a un récit super dynamique, mais limite j'aurais préféré qu'il le soit un petit peu moins. Donc comme je vous le disais avant que ma batterie ne décide de me dire ciao les gars, pour moi Aristote et Dante ça a été un roman initiatique particulièrement touchant et extrêmement marquant, porté par deux personnages forts et très différents à la fois. Il m'a manqué un je ne sais quoi, et certainement en tout cas, si je sais, il m'a manqué un petit peu de développement de la part de l'auteur pour faire de ce livre un coup de cœur. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça reste pour moi une super bonne lecture, une très bonne découverte. Du coup, j'ai mis la note de 4 sur 5 à ce livre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!